Je vais maintenant vous présenter le dernier intervenant de la matinée, Dr. Hans-Georg Lang. le docteur Hans-Georg Lang, qui a beaucoup d'expérience en pédiatrie, soins intensifs dans des contextes à faibles ressources. Au Malawi, par exemple, il travaille actuellement dans le cadre du projet MSF. Il va vous en parler. Je voulais juste souligner que on va commencer la pause déjeuner à 13h10 à peu près. Et je crois que c'est le mieux placé pour parler de la transition entre ce qui est environnement à ressources élevées vers des contextes à moindre ressources. Cette fois-ci, je vais essayer d'être plus bref que la première fois. Et donc, je reprends après ce qu'a dit Lisa Humphrey sur les niveaux de soins. C'est très important, je pense. Et ensuite, je vais peut-être revenir sur ce qu'ont dit ceux qui ont parlé avant moi. Alors, étant donné les soins prodigués en hôpital, il faut rester très modeste et se rendre compte que la survie des enfants dépend fortement de ce qui s'appelle des soins primaires insuffisants, bien sûr, d'abord. Et la mortalité chez les enfants très malades en Afrique subsaharienne reste très élevée. Et pour les moins de 5 ans, ces décès sont souvent liés à des maladies infectieuses qui accroissent le taux de mortalité. Comme on l'a déjà entendu dire, eh bien, souvent, c'est dans les premières heures du jour d'admission à l'hôpital que le décès se produit. La présence de mauvaise circulation de choc accroît le risque de mortalité. Et nous savons aussi que les interventions d'urgence basiques peuvent réduire la mortalité en service de pédiatrie à l'hôpital si ces soins sont prodigués au bon moment, rapidement. On a déjà parlé de l'apport d'oxygène, de la microcirculation. Les premières étapes dans les recommandations sur la septicémie du professeur Carcillo sont très rudimentaires, basiques. Gestion des différents facteurs comme l'oxygène, réanimation au liquide, correction de l'hémoglobine, électrolyte, contrôle du sucre dans le sang, administration d'antimicrobiens dès que possible, assistance respiratoire, utilisation de perfusion d'adrénaline périphérique, éventuellement. Et ces étapes dans l'algorithme peuvent être appliquées même dans le cadre de ressources insuffisantes. L'exemple ici, c'est le Congo, l'Est du Congo. Et comme nous l'avons déjà dit, pour cela, il nous faut un parcours de soins critiques, bien établi, triage, soins intensifs et suivi. Nous avons aussi parlé de l'étude FIST et de la hausse de mortalité associée à l'administration de bolus liquides. Marc Levin nous a aussi dit que l'insuffisance respiratoire peut avoir contribué à une hausse de la mortalité chez les patients, les enfants dans l'étude FIST. Et nous savons aussi que les patients atteints d'anémie grave et de maladies neurologiques sont particulièrement vulnérables. L'OMS a revu récemment ses recommandations pour la gestion du choc et du déficit de circulation et en termes d'objectifs pour l'oxygène et le SpO2. L'une des suggestions, c'est que l'on peut aller plus loin, envisager une ventilation non invasive, une perfusion à l'adrénaline périphérique à faible dose aussi. Et pour revenir à ce que disait Lisa Humphrey, il nous faut définir des niveaux de soins critiques.
Et dans sa présentation, on a vu le niveau qu'on peut appeler le niveau 1. Il s'agit essentiellement d'appliquer des soins d'urgence, des soins intensifs, conformément aux recommandations de l'OMS et MSF, avec vérification régulière des signes vitaux, le ratio patient-infirmière. Dans l'idéal, c'est 10 à 12 si on a de la chance, avec des visites régulières, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous avez pour l'oxygène à faible débit une bonne étude qui a été effectuée en Papouasie-Nouvelle-Guinée qui peut montrer que ça permet d'avoir une évolution plus positive chez les enfants atteints de pneumonie sévère, de 35 pour être plus précis. Et l'OMS a fournit des précisions sur les concentrateurs d'oxygène dans la thérapie, l'oxygénothérapie, pardon. Avec des ressources relativement limitées, l'idée, c'est donc d'améliorer quand même la qualité des soins de manière assez significative, avec toujours des soins critiques, mais un meilleur monitorage et plus de personnel infirmier par patient. Et il est possible de donner de l'oxygène à débit élevé. Pour cela, il faut plus de ressources, éventuellement un concentrateur par enfant. Et ça ne suffit pas non plus forcément à ce moment-là parce qu'un enfant atteint de pneumonie peut avoir en plus besoin que l'on lui ouvre les voies respiratoires et les garde ouvertes avec une ventilation non invasive, par exemple. Donc, ça va plus loin que l'oxygène. Mais il faut d'abord, avant tout, comme on le disait, assurer ses soins intensifs de base. Le niveau 3, c'est l'unité où l'on intube, on utilise la ventilation. Ça, c'est quand même un saut important. Il faut beaucoup plus de ressources, beaucoup plus de formation et beaucoup plus de personnel. Ça ne veut pas pour autant dire que c'est impossible, mais bon, là, vous avez un exemple d'un hôpital dans le nord de l'Ouganda, mais ce n'est pas forcément la priorité dans les hôpitaux où travaillent avant tout Médecins sans frontières. Donc, pour revenir à l'insuffisance respiratoire, elle peut être associée à la pneumonie, aux infections bactériennes, virales ou bien à une déficience d'organes uniques. Ces patients-là peuvent avoir quand même une bonne chance de survie si on leur administre de l'oxygène plus une assistance non invasive. Mais elle peut s'accompagner aussi de la défaillance multiviscérale, le syndrome de septicémie. Et puis, si vous avez une transfusion, vous pouvez aggraver encore le cas des enfants. Vous avez des enfants qui, au début de la maladie, en tout cas, ont des poumons normaux, mais qui ensuite développent une acidose sévère, surtout en cas d'anémie ou de paludisme sévère. Et vous avez un apport d'oxygène moindre, l'oxygénation des tissus aussi réduite, une acidose métabolique associée éventuellement avec une détresse respiratoire. Et il faut pour cela beaucoup de consommation d'oxygène pour pouvoir respirer. Il me reste 2 minutes, dit-il. Très bien. Bon, c'est vrai que c'est assez complexe, cette page-là, donc je ne vais pas m'arrêter. Alors, qu'est-ce que nous cherchons à faire avec la ventilation non invasive? Nous essayons d'améliorer le déséquilibre entre ventilation et perfusion, l'échange de gaz, de réduire l'effort de respiration, la consommation d'oxygène et agir éventuellement sur la circulation par ce biais. La ventilation non invasive ne remplace pas la ventilation chez les enfants qui ont des difficultés de respiration. Si vous avez un poumon décédé, vous pouvez avoir un effondrement des voies respiratoires et en appliquant la pression sur les poumons, vous allez pouvoir peut-être concentrer la respiration sur une zone en meilleur état avec un meilleur échange de gaz. Donc, dans cette zone, qu'est-ce qu'on a comme option? La CPAP. Bubble CPAP, c'est le plus simple. L'air et l'oxygène administrés par canule nasale à haut débit. Et puis, vous avez éventuellement le BiPAP et ce qu'on appelle aussi le NAVA. Mais on ne doit pas non plus s'arrêter là-dessus.
Alors, le bubble CPAP, alors pour ça, il y a plusieurs options, mais enfin, il faut tenir compte des coûts et il faut rester réaliste. Il y a aussi la maintenance de cet équipement. Alors, pour le FiO2, voilà ce qu'on avait aussi établi. Je passe, dit-il. Quelques études nous montrent ensuite qu'il est possible d'administrer aux nouveau-nés la ventilation non invasive. Il y a une très bonne étude là-dessus. L'étude de faisabilité aussi, dont une a été présentée tout à l'heure. L'une des études importantes a été effectuée par Chrissy et Piouk au Bangladesh. Il s'agit d'un essai randomisé contrôlé qui compare le bubble CPAP avec un autre mode d'administration d'oxygène, et le CPAP montre son efficacité. Alors, avec 2 litres par minute pour 0 à 10 kilos, plus 0,5 pour ceux qui ont plus de 10 kilos. CPAP, donc, peut être utilisé en cas de défaillance d'un organe, mais aussi dans un ensemble de soins aux enfants gravement malades. Il faut plus de recherche là-dessus. Au Malawi, à Salima, il y a justement une étude en cours qui s'intéresse aux enfants détresse respiratoire et mal nourris. L'oxygène à faible débit, l'oxygène à haut débit par canule nasale sont comparés dans le cadre de cette étude. Alors, il me reste 53 secondes, dit-il, pour dire quelques mots sur le choc réfractaire au liquide. On a eu une description déjà. Bon, peut-être que le concept que nous avons actuellement est trop simple, mais c'est celui qu'on utilise. Et il y a peut-être une dépendance de la fonction cardiaque, de la charge préalable, si l'on donne du volume. On peut peut-être améliorer la fonction cardiaque. Et nous avons effectué une réévaluation, ce qui est très important, par évaluation clinique ou bien éventuellement même dans le contexte d'une recherche. Il y a des méthodes non invasives qu'on peut utiliser. En tout cas, si l'on arrive à un point où si on n'arrive pas à avoir de débit cardiaque suffisant, parce que c'est ce qu'on appelle le choc réfractaire au liquide, qu'est-ce que l'on fait dans ces cas-là? Quelles sont nos possibilités dans un contexte à faible ressource? Là, je crois qu'il faut revenir aux bases, à savoir dégagement des voies respiratoires, oxygène, éventuellement ventilation non invasive, optimisation de l'hémoglobine, éventuellement. On peut aussi envisager une correction du calcium. Il y a une discussion sur le rôle que la thiamine peut jouer. Je crois que c'est assez intéressant. C'est Laurent Heffler qui l'a fait et l'équipe de Daniel Martinez aussi. Et à ce niveau, on pourrait peut-être envisager l'adrénaline à faible dose. Et il me reste 2 remarques. Quel est le niveau? Alors, pour l'adrénaline à faible dose, 0,05 à 0,3 microgrammes par kilo par minute. Mais il nous faut aussi penser aux risques. Extravasation qui peut créer des lésions. Il est possible, par ce biais aussi, d'accroître la consommation d'oxygène, avoir un effet sur le lactate chez le patient. Alors, je crois qu'il y a un protocole très bien qui a été produit. Est-ce qu'il faut des pompes perfusion aussi?